Qu'est-ce qu'une bonne interprétation au cinéma ? Est-ce une interprétation crédible d'un personnage, même ordinaire, ou bien la démonstration d'une palette actorale plus large ? Est-ce que le plus grand acteur ou la plus grande actrice de tous les temps doit avoir une maîtrise complète de ses émotions ? Doit-elle être capable de jouer n'importe quel rôle ? Est-ce que son jeu est contraint d'impressionner ? Pour mériter le titre de meilleur interprète du cinéma, il faut être en mesure d'émouvoir et de faire rire, d'intimider, comme de se montrer vulnérable, d'être expansif ou en retenue. Cela va dépendre aussi de la filmographie. Combien de bons films à son actif possède l'acteur en question ? A-t-il tourné avec des grands noms du cinéma ? Peut-on être un excellent acteur et jouer uniquement dans des films médiocres ou méconnus ? Est-ce que les récompenses obtenues reflètent le talent véritable ? Après tout, est-ce que le plus grand acteur n'est pas celui qui a été le plus reconnu par ses pairs ? Doit-on considérer sa popularité dans le monde, la longévité de sa carrière, son influence, son charisme ? Traiter la question depuis ces critères nous offre déjà une belle base à laquelle on peut ajouter l'époque et la différence de culture selon les pays. On sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas une seule bonne façon de bien jouer au cinéma. Ce qui semble naturel dans un film hollywoodien des années 50 peut paraître exagéré aujourd'hui. Ce qui fonctionne dans le cinéma coréen ne se joue pas de la même façon dans le cinéma français. Bref, il y a autant de façons de jouer qu'il y a d'interprètes, de cultures et de metteurs en scène. Et pour bien comprendre d'où l'on vient, il va nous falloir revenir un peu en arrière. Avant de devenir un art à part entière, le cinéma a hérité d'une longue tradition théâtrale, qui trouve ses racines dans l'Antiquité en Grèce en -600 avant Jésus-Christ. À cette époque, le jeu reposait sur des performances codifiées, susceptibles d'être perçues de loin, notamment pour un spectateur situé tout en haut de l'amphithéâtre. Tous les spectateurs de la pièce ne la voient pas du même endroit. Au premier rang, on voit les détails de la scène, on entend très bien les comédiens, ce qui n'est pas le cas des personnes placées au dernier rang ou au rang situé en hauteur. Donc afin d'éviter que le spectateur éloigné ne voit rien, soit on surélève la scène, soit on surélève le public. Et pour lui permettre d'entendre les dialogues, en plus de penser une scène qui fait résonner la voix des comédiens, on leur demande de parler fort, de bien articuler et d'accompagner leurs émotions d'une gestuelle appuyée. C'est déjà une première différence avec le cinéma, puisque tous les spectateurs voient le film à travers le même objectif, celui de la caméra. Partant de là, étant donné que la contrainte de la distance n'existe plus, pourquoi surjouer son rôle alors qu'on peut se contenter de rester plus sobre, plus naturel ? Eh bien, parce que passer de ça à ça ne se fait pas d'un seul coup. Des films muets, qu'ils soient comiques ou tragiques, empruntent à la gestuelle théâtrale. Sans parole, hormis les dialogues insérés sur fond noir, le seul moyen pour un comédien de faire comprendre son intention est de la mimer. On pourrait la mimer sans emphase, mais c'est prendre le risque que les spectateurs habitués à un jeu plus démonstratif ne comprennent pas la situation. Et pour éviter cela, la musique joue un premier rôle d'accompagnement. Si vous regardez cet extrait, puis celui-ci, vous êtes en mesure, même sans image, de deviner si vous avez affaire à un moment triste ou joyeux. Il a fallu attendre 1915 avec Naissance d'une nation pour voir apparaître les premiers gros plans du cinéma. Dès cet instant, avec une caméra plus près que jamais du visage des protagonistes, le cinéma donne l'occasion d'exprimer avec plus d'épaisseur le sentiment des acteurs. Plus besoin d'en faire des tonnes étant donné que la moindre micro-expression peut désormais être perçue par le public. Puis en 1927 sort Le Chanteur de Jazz, premier film parlant. Les acteurs ne sont plus limités aux pantomimes, ils récupèrent un degré de complexité de jeu qu'ils avaient perdu, à savoir donner la réplique. Mais on voit que les codes du théâtre restent vifs. La voix claironne, le ton joue encore sur la musicalité de la voix. C'est aussi lié à l'époque où la manière de parler était moins mâchonnée qu'aujourd'hui. Écoutez ceci par exemple. J'ignorais que vous alliez marier votre fille. Vraiment, je suis confus de trouver ainsi une réunion familiale. Bon, ok, là j'exagère, le film se passe au Moyen-Âge. Mais voyez plutôt. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Ouais, toujours pas. On est au 19e siècle, mais on se rapproche. Reconnaissez tout de même qu'un homme vous aborderait de cette manière dans la rue, vous vous poseriez quelques questions. Non, cet exemple-là sera plus pertinent.
Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. À quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous? À rien. J'ai pris un exemple français pour le distinguer plus facilement, mais c'est aussi le cas ailleurs. Cela étant, de garder cette théâtralité offre la perspective aux acteurs de se donner pleinement dans leur rôle. Vers les années 50, là où Hollywood gagne en spectacularité, via des figures émergentes comme Marlon Brando, Montgomery Clift et James Dean, la France, à travers la nouvelle vague, tend vers un jeu plus naturaliste. Les personnages sont spontanés, ils bafouent, échouent, hésitent. De vrais rôles féminins forts émergent, interprétés par Jeanne Moreau ou Anna Karina, entre autres. Le jeu de Gene Seberg et de Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle se détache complètement des codes classiques du théâtre, privilégiant la spontanéité et le non-jeu pour refléter la réalité brute du quotidien. Cette recherche de l'authenticité immédiate se rapproche du documentaire. Dans Le Mépris, Brigitte Bardot incarne un personnage qui brise l'image stéréotypée de la femme objet des années 50-60. Contrairement au rôle où elle est réduite à son sex appeal, son interprétation de Camille explore la complexité du désir féminin, de l'ennui et de l'aliénation dans le couple. Dans Les 400 coups, Jean-Pierre Léaud ne joue pas l'insouciance de l'enfance. C'est un adolescent inquiet qui voit l'amour de ses parents essayer et se met à errer dans Paris assoiffé de liberté. Mais on remarque que Hollywood, comme la nouvelle vague, crée des histoires avec des protagonistes écorchés, plus à même de ressembler aux spectateurs qui visionnent le film. Dans Sur les quais, Marlon Brando joue un ancien boxeur brisé, manipulé par la pègre et rongé par ses regrets. Sa quête de rédemption le rend plus humain et accessible, loin du héros invincible, rôle qui lui a d'ailleurs valu un Oscar. Récompense qu'il doit à son talent, certes, mais aussi à la technique Stanislavski, une méthode qui vise à rendre l'interprétation plus réaliste, en encourageant les acteurs à vivre leur rôle plutôt qu'à le jouer d'une manière artificielle. En appliquant cette méthode, Brando puise dans ses propres souvenirs pour recréer l'émotion de son personnage. Il ne la joue plus, il la partage. Certaines performances impressionnantes vont même pousser les interprètes à acquérir les compétences de leur personnage pour pouvoir le jouer. Meryl Streep, Dustin Hoffman, Ellen Burstyn, Joaquin Phoenix, Jane Fonda, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, tous ces acteurs suivent la méthode Stanislavski. Cette approche se développe beaucoup à Hollywood dans les années 70, où les acteurs s'imprègnent de leur rôle, avec plus ou moins de retenue, jusqu'à se démocratiser dans les années 90, avec l'arrivée de l'ultra-réalisme. Non seulement le cinéma international s'impose, avec des performances marquantes venues d'Asie et d'Europe, principalement, mais il ajoute encore une couche d'exigence pour les acteurs. On peut penser à Nathalie Portman, qui s'est entraînée 5 heures par jour en danse classique pendant plus d'1 an pour être crédible dans le rôle de Black Swan. Idem pour Robert De Niro dans Raging Bull, qui s'est exercé pendant 1 an avec Jacques LaMotta en personne jusqu'à participer à de vrais combats amateurs. Mais c'est aussi le cas de Daniel Day-Lewis, qui a appris à peindre avec le pied pour My Left Foot, d'Adrienne Brody, qui a appris le piano et des morceaux de Chopin pour Le Pianiste, Michelle Yeoh, qui a appris des techniques d'arts martiaux et effectué elle-même la majorité de ses cascades dans Tigre et Dragon. Ce genre de performance, quand bien même le reste serait quelconque, a de grandes chances de forcer le respect des spectateurs, admiratifs des sacrifices que l'interprète a fait pour jouer son rôle. C'est d'autant plus vrai quand certains acteurs vont jusqu'à se transformer physiquement pour pouvoir jouer leur rôle. De Charlize Theron dans Monster, qui a pris 15 kilos, à Matthew McConaughey qui en a perdu 22 pour le film Dallas Buyers Club, le cinéma hollywoodien valorise souvent par un Oscar ces changements drastiques. On a même des spécialistes de la discipline, comme Christian Bale, qui a perdu 28 kilos pour le film The Machinist, en ne mangeant que 1 pomme et un café par jour, puis repris 45 kilos de muscles dans Batman Begins, en seulement 6 mois, reperdu 30 kilos pour jouer dans Le Mans 66, et repris 25 kilos pour interpréter Dick Cheney dans Vice, en se rasant les cheveux, en modifiant sa posture et sa voix. Au-delà de la performance de ces acteurs, ces changements physiques impliquent des risques pour la santé. Il va de soi que de prendre ou de perdre aussi vite du poids n'est pas conseillé pour le métabolisme. Par ailleurs, on commence à s'écarter de la notion d'interprétation. Ce genre de pratique peut encourager la surenchère. Or, il ne faut pas oublier que le métier d'acteur consiste à jouer le rôle et non à le devenir. Dans The Revenant, pour obtenir son Oscar, DiCaprio, en plus de l'émotion qu'il a su transmettre, a dormi dans le cadavre d'un cheval, a mangé du foie de bison cru et a tourné sous moins 30 degrés. Mais d'une certaine manière, DiCaprio a triché avec sa profession. Il n'a pas fait comme s'il mangeait du foie, il le mange. Il ne mime plus d'avoir froid, il est véritablement congelé. Idem pour Stallone, qui a demandé à Dolph Lundgren de le frapper pour de vrai au visage dans Rocky IV.
une droite qui a d'ailleurs occasionné une hospitalisation de plusieurs jours. Tout ça dans le but d'avoir un coup plus réaliste à l'écran, alors même que le maquillage, les effets spéciaux et les ruses de tournage peuvent permettre d'arriver à un résultat aussi satisfaisant. Encore heureux, ce genre de pratique possède ses limites. Il n'existe aucun cas connu d'un acteur ou d'une actrice qui se serait volontairement suicidé pour coller à la mort de son personnage à l'écran. Certains cinéastes, pour qui l'ultra-réalisme est crucial, castent leurs acteurs selon des critères physiques, une psychologie particulière, une expérience dans un domaine ou un savoir-faire nécessaire pour le rôle. Jackie Chan, par exemple, choisit souvent des acteurs capables d'exécuter eux-mêmes leurs cascades. Werner Herzog a travaillé 2 fois avec Klaus Kinski pour exploiter son tempérament colérique et imprévisible. Jean-Jacques Hano a choisi plusieurs interprètes au visage atypique pour refléter le Moyen-Âge authentique dans Le Nom de la Rose. Et dans Girlfriend Experience, Steven Soderbergh a casté Sacha Grey pour son expérience dans le cinéma d'adulte. Mais cela peut même aller encore plus loin avec Clint Eastwood, qui a fait jouer dans 15h17 pour Paris les vrais militaires ayant déjoué l'attaque terroriste. Ou encore Robert Bresson, qui préfère les non-acteurs qu'il appelait modèles pour éviter le jeu trop expressif et obtenir une performance plus instinctive et sobre. La question que soulève ce type de démarche est légitime. Est-ce que l'acteur le plus talentueux de sa génération, dans une démarche ultra réaliste, est capable d'arriver à un résultat aussi près du réel qu'une personne dont c'est le quotidien ? Ce n'est plus l'acteur qui se fond dans le métier du travailleur, mais le travailleur qui apprend à jouer devant la caméra, tout en tentant de reproduire, avec le plus d'authenticité possible, ce qu'il fait tous les jours dans le cadre de sa profession. Beaucoup de grands cinéastes privilégient le jeu amateur dans leurs films pour tenter de capturer des visages bruts, un jeu moins en phase avec le cinéma mainstream, mais tout autant vecteur, sinon plus, d'émotions. Vittorio De Sica, avec Le voleur de bicyclette, où Lamberto Maggiorani n'est pas un acteur professionnel, mais un ouvrier métallurgiste choisi pour son rôle de père désespéré. De Jean-Luc Godard à Sean Baker, en passant par Bruno Dumont, Ken Loach et les frères Dardenne, beaucoup de grands films et de grandes interprétations se sont construits autour d'acteurs improvisés, de carrières balbutiantes, voire de one-shot complets dans le milieu cinématographique. Et si l'on va plus loin, pour interpréter le rôle d'un personnage obèse ou souffrant d'un handicap, n'est-il pas plus pertinent de caster un acteur ayant déjà ces conditions-là ? L'interprète n'a plus besoin de vivre une frange de sa vie comme son personnage, puisqu'il est déjà dans la même situation. Récemment, Darren Aronofsky a plus ou moins ressuscité Brendan Fraser en lui faisant jouer le rôle d'un homme souffrant d'obésité morbide. Sa prestation a été auréolée d'un Oscar, tout comme les maquillages qui font croire qu'il pèse 272 kilos. Pour être convaincant, Brendan Fraser simule la difficulté à se mouvoir dans cette situation, a le souffle court, les phases de boulimie. Alors pourquoi pas caster un acteur obèse ? Aronofsky a expliqué qu'il voulait avant tout un acteur capable de livrer une performance émotionnelle intense, et qu'il n'avait pas trouvé d'acteur obèse répondant à ses attentes. Il s'est donc tourné vers Brendan Fraser, qui correspondait selon lui plus à la vision du personnage, quitte à utiliser des prothèses pour lui donner la bonne apparence. Ici, on a donc un réalisateur qui a privilégié l'émotion à l'authenticité. Mais finalement, le choix d'un interprète obèse, certes plus amateur, n'aurait-il pas suscité davantage d'émotions ? En plus de le mettre en lumière dans un rôle qui trouve un écho en lui ? Dans le cas présent, il s'agit d'obésité, mais ce pourrait être un handicap psychologique ou moteur. Dans Sound of Metal, Riz Ahmed incarne un batteur qui devient sourd à force de jouer à des niveaux de décibels dangereux. Mais Riz Ahmed n'est pas sourd. En revanche, il est entouré de plusieurs acteurs non professionnels sourds, ainsi que de Paul Rassi, dont les parents sont sourds. Coda, le remake franco-américain de La Famille Bélier, voit tous ces rôles de personnes sourdes être vraiment joués par des acteurs sourds. Et ces 2 films ne manquent pas du tout d'intensité émotionnelle. Si certains cinéastes se cachent derrière des raisons d'interprétation, c'est souvent du côté de la production que cela coince. Les acteurs amateurs, sûrement plus pertinents dans ce type de rôle, sont des kidams, donc moins aguicheurs sur le papier, moins rentables. Il faut bien garder en tête que si l'acteur valide peut jouer le handicap, l'inverse n'est pas vrai, ce qui pose une question sur l'inaccessibilité des acteurs à certains rôles. Cela dit, c'est déjà le cas. Dans Un long chemin vers la liberté, le rôle de Nelson Mandela ne peut pas être interprété par un acteur blanc. Pas plus que Abraham Lincoln ne pourrait être joué par un acteur noir. Ce serait de la désappropriation historique. Les attributs physiques peuvent poser des limites, là où l'acquisition de certaines compétences peut être contournée. Par exemple, si demain vous souhaitiez interpréter un joueur de baseball professionnel, seriez-vous obligé de maîtriser ce sport pour être convaincant dans ce rôle ? Il semblerait que non. Preuve en est, dans The Greatest Showman, ce n'est pas Rebecca Ferguson qui chante. Même s'il sait jouer du piano, Jamie Foxx n'a pas la maîtrise de Ray Charles. Matt Damon ne joue pas au rugby à haut niveau dans Invictus. C'est aussi tout l'intérêt des doublures et des cascadeurs.
Mais il ne reste pas moins que le monde du cinéma comme le public ont tendance à valoriser les rôles où l'acteur a dû se surpasser pour acquérir un talent. Même sans parler de compétences, d'avoir vécu une quantité importante d'expériences douloureuses, avec tout le chagrin et la détresse que ces moments difficiles ont occasionné, constitue un vivier de souvenirs où piocher pour recréer une émotion. Voilà pourquoi, fréquemment, on se rend compte que la vie de beaucoup d'acteurs, mais même d'artistes en général, a été jalonnée de deuil, voire de misère avant de connaître le succès. Lequel succès ne permet d'ailleurs pas d'en sortir pour autant. Un grand moment de tristesse peut changer la perception d'un acteur et enrichir sa palette de jeux. Pour autant, si d'avoir perdu des proches, vécu dans la rue, subi des discriminations peut t'aider à jouer certains rôles, ces prérequis ne sont pas indispensables pour les incarner avec talent. Encore heureux, sans quoi le monde du cinéma ne se construirait qu'autour d'individus écorchés au passé trouble. Pour réussir à transmettre l'émotion, les acteurs ne sont pas obligés de l'avoir déjà ressentie dans leur vie. Ce dont ils ont besoin, c'est de la jouer avec justesse, et c'est là où toute la subjectivité des spectateurs entre en jeu. Pour beaucoup de personnes, une interprétation est jugée juste dans la mesure où ils y croient. Si l'interprète sonne faux dans ses répliques, ne parvient pas à rendre son personnage tangible, alors les spectateurs s'en désintéressent, il devient risible. Ce peut être ingrat puisque ces critères d'appréciation dépendent aussi de la mise en scène et de l'écriture. On peut reprendre le sempiternel exemple de Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises. Marion Cotillard est, sans l'ombre d'un doute, une actrice talentueuse. Alors comment se fait-il que la meilleure prise retenue de la mort de son personnage soit celle-ci ? Dans cette histoire, c'est plutôt Christopher Nolan le fautif. Il n'a pas assuré assez de prises de cette scène pour pouvoir en retenir une plus convaincante que celle-ci. Ou bien la bonne ne pouvait finalement pas être exploitée. Ou encore, Nolan avait une bonne raison de garder cette prise-là. On a quelques doutes sur cette hypothèse. Il en demeure que, pour la majorité des spectateurs, la façon dont Marion Cotillard a joué la mort est ratée. D'abord parce que la façon dont elle expire son dernier souffle ne reflète pas l'imaginaire collectif, puis parce que les spectateurs peuvent se dire que même eux, en tant que purs néophytes en la matière, auraient pu mieux jouer dans cette scène. Mais c'est aussi avec ce genre de raisonnement, même s'il n'est pas infondé, que les acteurs versent dans la surenchère. Avec une interprétation techniquement difficile, indépendamment de sa pertinence dans le récit, on s'assure de pouvoir renvoyer nos détracteurs dans leur 22 en prétextant de la difficulté à jouer le rôle et le temps investi. Dans The Walk, Gordon Levitt incarne Philippe Petit, le funambule qui a traversé les tours du World Trade Center sur un fil en 1974. Pour le rôle, il a dû apprendre à marcher sur un fil, s'entraînant avec Philippe Petit lui-même, et a appris à imiter l'accent français. Sauf que le film repose beaucoup sur une mise en scène artificielle avec quantité d'effets numériques. Quand la performance matche avec le récit, alors le résultat scie les jambes d'Hollywood et du grand public. Il n'y a qu'à jeter un œil aux Oscars. Joaquin Phoenix capable de simuler des fous rires dans Joker, Forest Whitaker qui souffle le chaud et le froid dans Le Dernier Roi d'Écosse, Marion Cotillard, pour revenir sur son cas, qui s'est immergée dans le rôle d'Edith Piaf. Cela étant, les Oscars comme les Césars ou n'importe quel autre prix, même s'ils peuvent être mérités, ne sont pas du tout gages d'un jeu plaisant, encore moins d'un bon film. Car force est de reconnaître que l'Académie des Oscars a beaucoup d'angles morts. On l'a déjà dit, le jury a tendance à survaloriser les performances transformationnelles, les biopics, les personnages souffrants ou torturés, les rôles qui évoquent Hollywood et son industrie. Par ailleurs, les rôles purement comiques récompensés d'un Oscar se comptent sur les doigts d'une main. Les films étrangers ou à budget limité sont très peu à faire partie de la course. Et c'est sans compter les Oscars de rattrapage ou le lobbying de certains studios, comme celui d'Harvey Weinstein qui a investi des millions dans des campagnes pour influencer les votes. Même si les Oscars sont débattables, en cumuler plusieurs peut être signe d'un talent fondé. Que ce soit Katharine Hepburn et ses 4 Oscars dans un premier rôle, ou Daniel Day-Lewis et ses 3 statuettes, on a quand même peu de chances de les voir se trouer complètement dans un film. Idem quand, au-delà des Oscars, les performances sont gratifiées d'une pluie de récompenses. On pense à Christophe Waltz dans le rôle du colonel Landa d'Inglourious Basterds, ou Heath Ledger dans le rôle du Joker. Tous deux ont obtenu plus de 30 récompenses pour un seul et même rôle. Chez les spectateurs, une interprétation est aussi très valorisée dès l'instant qu'elle sort l'acteur de sa zone de confort. La scène où le protagoniste de Old Boy mange un poulpe cru revêt un caractère barbare, impressionnant. Manger un animal vivant dégoûterait beaucoup de personnes. L'effort est d'autant plus grand quand on sait que Choi Min-sik est végétarien, et qu'il a dû reproduire l'action 4 fois. Ce jeu-là n'a rien de transcendant, mais il faut avoir le cran de manger l'animal vivant pour la prise. On retombe sur la notion de sacrifice pour le rôle, la difficulté étant que l'interprétation ne doit pas virer au cauchemar pour devenir réaliste. Les nombreuses claques que s'est prise Sophie Marceau dans le film Police, malgré la volonté de Maurice Pialat d'arriver à une scène crue, n'étaient absolument pas nécessaires pour rendre la scène réaliste ou intense.
Idem pour certains cinéastes obsessionnels comme Stanley Kubrick, à la recherche de la prise parfaite, qui vont jusqu'à faire rejouer une scène des centaines de fois pour obtenir un craquage mental de l'acteur. Le but étant, selon eux, de les faire jouer à la perfection. Une approche plus que discutable, même avec l'accord de l'interprète. Et c'est sans compter qu'entre l'intention recherchée par le réalisateur, la direction qu'il donne pour y parvenir, l'interprétation livrée et l'interprétation attendue par les spectateurs dans un rôle donné, il y a tout un monde. Dans Philadelphia, Tom Hanks joue un avocat atteint du sida, victime de discrimination. Son jeu est très digne, sobre, presque apaisé face à la mort. Le grand public américain, mais pas seulement, apprécie voir ce type de réaction face à la fatalité du destin, l'accepter avec sagesse et sérénité. Toutefois, une personne en phase terminale d'une maladie aussi éprouvante aurait pu éprouver des accès de panique, de colère, des moments de désespoir ou d'agressivité. Or, le film opte pour une approche plus élégante et cinématographique du combat contre la maladie. Ce sujet nous amène aux différentes interprétations qu'un acteur peut adopter pour un même rôle. Vous avez déjà dû remarquer qu'entre les différents pays d'origine d'un film, la façon de jouer des acteurs reconduit certains codes liés à la culture du dit pays. Le cinéma américain, par exemple, repose sur le star system et une approche plus réaliste et émotionnelle. On l'a vu, c'est un jeu qui ne lésine pas sur les moyens, qui verse volontiers dans le démonstratif, qui joue de son hégémonie cinématographique pour repousser les limites. La France, depuis la nouvelle vague, a hérité de la tradition de jeu naturaliste qui sied parfaitement aux films ancrés dans le réel, moins aux œuvres fictives. Vous aurez par exemple du mal à trouver des rôles français analogues à la prestation de DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. En France, l'acteur est moins une star, il s'adapte à la vision des cinéastes et non l'inverse. Du fait d'une longue tradition de théâtre, le jeu à la française met l'accent sur la psychologie et les dialogues. Cela dépend énormément en fonction du film, bien sûr, ce ne sont que des généralités. Chez nos amis européens, on peut évoquer le néoréalisme italien, très expressif, très présent, avec des figures phares représentées par Anna Magnani ou Marcello Mastroianni. Le jeu britannique, quant à lui, plus réservé et subtil, dont les interprétations intériorisées apportent un degré de lecture supplémentaire. Et on pense aussi au jeu espagnol, émotionnellement intense, dramatique, le jeu allemand expressionniste, psychologique, distancié, même jusqu'en Asie où le cinéma rayonne aussi, d'abord avec le jeu silencieux et minimaliste du Japon, notamment au travers des œuvres de Kurosawa, Hamaguchi, ensuite du côté de l'interprétation sud-coréenne, à la fois théâtrale dans le jeu des émotions, mais ancrée dans un réalisme social fort, ou même une frange majeure du cinéma chinois, hongkongais, taïwanais, qui mettent en avant des performances acrobatiques, des thématiques spirituelles. Et c'est sans parler du cinéma indien, Bollywood, qui même s'il est assez peu consommé en Europe, est connu pour son style exubérant, avec des gestuelles flamboyantes et un art de la chorégraphie. Les remakes d'un pays à l'autre peuvent montrer de quelle façon, à partir du même matériau d'origine, le scénario, la mise en scène et l'interprétation mènent à un résultat différent. Prenons le cas du film La Totale de Claude Zidi. Dans sa version française sortie en 91, Thierry Lhermitte joue un homme qui mène une double vie, à la fois agent secret pour le gouvernement et mari apparemment banal dans sa vie de famille. Son personnage dans la vie privée est comique, humain, vulnérable. Dans le remake américain, True Lies, James Cameron transforme le récit en un pur film d'action, avec des explosions, des scènes d'hélicoptères, des fusillades épiques. Schwarzenegger, ainsi qu'on le connaît dans beaucoup de ses rôles, joue les héros invincibles, dont la fragilité conjugale sert davantage à créer des moments drôles qu'à humaniser le personnage. Mais entre le jeu sobre et le jeu démonstratif, dans l'interprétation d'un rôle donné, quel est le meilleur choix ? On l'a déjà vu, l'excès de zèle peut avoir ses vertus dans certains registres, mais dès lors que l'on souhaite ancrer son récit ou son personnage dans un réel plausible, un drame, une reconstitution historique, un biopic, sauf personnage loufoque, la sobriété est de mise. Après tout, est-ce que l'interprétation ultime au cinéma n'est pas celle qui nous fait oublier qu'il y a un interprète derrière le personnage ? Pour une star internationale, c'est très difficile d'atteindre ce résultat, car il est possible que certains spectateurs soient venus voir le film pour sa distribution ou son rôle principal. Mettons qu'un spectateur ait aimé l'originalité ou l'intensité de jeu de Brad Pitt dans Seven, Snatch et l'Armée des 12 singes, enchaîner sa filmographie avec l'assassinat de Jesse James, en espérant y retrouver la même énergie, est susceptible de décevoir. Pourtant, l'interprétation de Brad Pitt y est tout aussi complexe, sinon plus, car elle demande de s'approprier l'ambivalence d'un hors-la-loi historique, de se montrer fascinant et inquiétant à la fois. Et c'est tant mieux, parce que les acteurs qui ne sortent jamais de leur zone de confort ont en général une palette de jeux plus limitée, jouent souvent les mêmes rôles et fédèrent seulement leurs admirateurs. Lorsque l'on va voir un film avec Dwayne Johnson, on sait que son jeu va s'inscrire dans un registre divertissant. Dwayne Johnson vient du monde du catch, un art du combat spectaculaire.
Jessica Chastain ou Cate Blanchett, à l'inverse, même si elles ont déjà joué des rôles tout aussi ludiques, ont tendance à privilégier des rôles plus recherchés, qui demandent une étude minutieuse du personnage. Mais rappelons que ce n'est pas parce qu'un rôle est grave qu'il est forcément réussi ou même difficile à jouer. Faire rire ou divertir avec talent n'est pas donné à tous les acteurs. C'est d'ailleurs une question que l'on a tenté d'aborder dans une autre vidéo à laquelle je vous renvoie. Conscients de leurs limites, les interprètes qui ne se sentent pas de jouer certains types de rôles, même pour surprendre le public, ont peut-être raison au fond. Est-ce que Dwayne Johnson serait crédible dans le rôle d'un bibliothécaire introverti ? Pas sûr, et pourtant des bibliothécaires avec ce profil doivent exister. Pourrait-il jouer le rôle d'un génie volubile ? Ou celui d'un tueur en série ? Difficilement, mais par contre, il a réussi à franchir le cap du doublage avec son rôle de Maui dans Vaiana. Et oui, car l'interprétation au cinéma englobe aussi la manière de doubler un personnage. Si l'interprétation au cinéma repose largement sur le langage corporel, le regard et la présence physique des acteurs, le doublage d'un dessin animé est un exercice radicalement différent. Débarrassé du corps, l'acteur doit condenser toute son expressivité dans sa voix, trouvant le bon équilibre entre justesse et surjeu. La voix devient alors le seul outil pour transmettre les émotions, le rythme et la personnalité du personnage. Certains comédiens de doublage excellent dans cet art, en façonnant une identité vocale unique, comme Robin Williams dans Aladdin, où il insuffle au génie une énergie virevoltante, passant d'un registre à l'autre avec aisance. Même génie qui, dans la version française, est doublé par Richard Darbois, non moins talentueux, et voix iconique d'Harrison Ford et de Buzz l'éclair, pour ne citer que ces deux doublages les plus connus. A l'inverse, un mauvais doublage peut casser l'illusion. Une voix trop plate ou trop détachée donne une impression artificielle, parfois de dialogue lu, sonnant faux dans le récit. L'autre défi du doublage réside dans l'adaptation linguistique. Dans la version originale, les acteurs enregistrent leurs répliques avant l'animation, permettant aux animateurs de s'adapter à leur jeu. En doublage, c'est l'inverse. L'acteur doit ajuster sa diction et son intensité à une animation déjà présente. Certains comédiens de doublage développent ainsi une capacité instinctive à caler leur respiration et leur jeu sur des lèvres qui n'ont pas été dessinées pour leur langue. Et c'est sans parler des contraintes de traduction qui se doivent de ne pas dénaturer le propos original tout en veillant à ne pas briser le rythme. Pour peu que le dialogue de base repose sur un jeu de mots intraduisible ou une expression sans équivalent, les traducteurs peuvent vite être battus. Enfin, le doublage requiert parfois une forme d'amplification théâtrale. Dans l'animation où les personnages peuvent être plus grands que nature, une voix trop naturaliste risque d'être fade. C'est pourquoi les performances les plus mémorables sont souvent celles où l'acteur trouve une musicalité unique à son personnage. Pour parler d'un exemple que j'apprécie, la voix française de Grand Coquin dans Pinocchio, en plus de ses répliques savoureuses, en fait trop, mais avec maîtrise, en montant dans les aigus comme il serait impossible de le faire naturellement dans une conversation lambda. Rappelez-vous, Gédéon, le jour où je vous ai mis des ficelles et où je vous ai fait passer pour une marionnette. Oh mon cher, il s'en est fallu de peu que nous nous mystifions ce saltimbanque. Et cette exagération se retrouve aussi dans l'animation des personnages de dessins animés. Cette mimique de Monsieur Indestructible, alors qu'elle ne nous choque pas dans le film, serait sûrement too much dans un film en prise de vue réelle, pour la simple raison qu'elle appartient au registre cartoon. Sauf à se donner des airs théâtraux, personne dans la vraie vie ne nous annoncerait une nouvelle de cette façon. Cela va plus loin encore dans la culture nippone, où les réactions des personnages semblent décuplées par rapport en Occident. C'est d'autant plus flagrant si on les compare à d'autres formes de dessins animés au style beaucoup plus sobre, où les personnages frôlent l'inexpressivité. Inexpressivité que l'on peut aussi retrouver chez les acteurs, dans des performances taciturnes, qui misent leur réussite soit sur le charisme de l'interprète, soit sur une intensité dramatique, où les paroles pourraient dissiper l'atmosphère pesante. Attention cependant à ne pas sombrer dans la caricature du bad boy taiseux, dégoûté de la vie, qui s'exprime si peu qu'il peine à transmettre l'émotion. C'est parfois à tort que certains interprètes pensent que la puissance de leur jeu se trouve dans leur silence. Or, je vous mets au défi de vous souvenir d'une interprétation inexpressive et silencieuse qui vous est restée en mémoire. Cela dit, ce n'est pas tant du silence que de l'inexpressivité du visage que vient ce manque de repères. Sans quoi, une scène sans dialogue serait condamnée à ne rien faire ressentir, ce qui n'est pas le cas. Cet échange de regard final dans La La Land, pourtant dénué de paroles, est riche en interprétation. Le Tombeau des Lucioles, connu pour faire partie des films les plus émouvants de tous les temps, ne se charge pas de tirades larmoyantes. L'interprétation au cinéma, c'est ce qui permet à un personnage de sortir de l'écran, de prendre une forme qui nous est palpable, tangible. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas simplement de dire des mots ou d'accomplir des gestes, mais de donner vie à des émotions parfois subtiles, parfois brutes, qui résonnent avec nous. Le véritable travail de l'interprète, c'est de recréer un espace de vérité dans un monde fictionnel, de réussir à faire croire, au-delà des artifices,
qu'il incarne réellement ce personnage, que ce qu'il vit, nous aussi pouvons le vivre. Et dans cette quête de vérité, c'est le mélange entre la technique et l'instinct qui fait toute la différence. Un acteur peut pleinement maîtriser son art sans cette petite étincelle d'imprévu, de fragilité, d'authenticité. Dans l'instant, l'illusion s'effondre. C'est pour ça que certaines performances, même techniquement imparfaites, peuvent laisser une empreinte indélébile. Mais l'interprétation n'est pas seulement un travail isolé, elle dépend aussi de la rencontre avec les autres acteurs, avec le réalisateur, et même avec l'univers du film lui-même. On ne joue pas de la même manière le personnage principal d'une histoire qu'un personnage secondaire, voire tertiaire. C'est ce qui rend l'interprète à la fois vulnérable et puissant, pris dans cette dynamique entre l'individualité de sa performance et la nécessité de se fondre dans l'ensemble. Alors quand on parle d'interprétation, on parle finalement de ce qui fait exister le film en dehors de l'écran, ce qui nous fait oublier le cinéma pour un instant et vivre l'histoire dans sa chair. La vraie performance, c'est celle qui nous touche, qui nous emporte, qui nous fait oublier qu'on est simplement en train de regarder un film.